Bonjour tout le monde. Donc, merci d'être aussi nombreux, malgré que... On m'entend? Ça va? Donc bonjour tout le monde, merci d'être aussi nombreux dans notre présentation. Petit disclaimer avant de commencer. On est au bord du malaise, hein, donc... Avec la chaleur, donc on va faire de notre mieux pour que ce soit... Voilà, d'habitude, on est dynamique, je pense qu'on est oui, on est relativement debout, intéressante. Là, je ne sais pas. Mais on va faire notre mieux pour que ça se passe bien. Voilà, c'est pour ça qu'on est assise, désolée, d'habitude on est debout. On est debout, mais là, voilà, on va jouer sécurité. Voilà, donc merci, bienvenue à cette présentation. Donc, optimisez vos design Moodle pour des expériences d'apprentissage inclusives et impactantes par Nadia et moi de l'ESSEC. Vas-y. Donc, je suis Nadia Kelmouz, je suis ingénieure pédagogique à l'ESSEC Business School. Donc, je m'occupe principalement du LMS de l'école, qui est donc un Moodle, mais aussi je participe à la digitalisation de programmes et de parcours de formation. Et moi, Marion Marx, ingénieure pédagogique à l'ESSEC également. Je suis collègue de Nadia. Bon, je m'occupe un peu de tout ce qui a rapport avec la pédagogie. Il y a un ordinateur, voilà, ça rentrait dans les détails. Parfait, merci. Alors, dans notre présentation, nous allons aborder la conception pédagogique sous l'angle du design, et plus particulièrement donc, le design d'interface. Et nous avons plusieurs objectifs. Donc le premier, c'est intégrer les principes essentiels d'un design pédagogique centré sur l'apprenant, puis appliquer des stratégies concrètes de conception d'espaces Moodle qui sont engageants et inclusifs, que ce soit d'un point de vue d'ingénierie pédagogique ou du XUI. Et puis, bien évidemment, exploiter le potentiel créatif de Moodle. Donc, pour vous donner les éléments de contexte, si on doit parler du tournant du design de la pédagogie, on voit bien qu'il y a un changement progressif de paradigme dans le sens où on passe d'un modèle centré sur le contenu à un modèle plutôt centré sur l'apprenant. Et pour schématiser, on va passer de la question que doit-on transmettre, qui est plutôt une question orientée programme, parcours de formation, etc. Et ça va devenir comment faire en sorte que l'apprenant assimile, mémorise et applique les connaissances essentielles. Et cette question est plutôt centrée apprenant, humain, etc. Bien évidemment, ça a des conséquences aujourd'hui et ça a aussi des conséquences sur le futur, sur la conception des curricula, des syllabes, des cours et des activités. Et en même temps, on constate des profils apprenants qui sont en évolution suite à l'exposition à une prolifération quotidienne des micro-contenus et informations qui sont plus ou moins fiables, sur les réseaux sociaux notamment. Une évolution des pratiques telles que le scrolling, le swipe, le tri des contenus, dans le sens où l'apprenant, il va plutôt, au lieu de regarder l'intégralité du contenu proposé par l'enseignant, il va essayer de choisir et de trier ce qu'il trouve utile pour lui. Et puis, nous avons aussi une baisse conséquente de l'attention. Donc, ça génère un peu de l'intolérance envers les cours qui sont plutôt denses, avec des durées longues, etc. Et aujourd'hui, nous avons de plus en plus d'étudiants, nous on a remarqué ça en tout cas, qui vont déclarer être en situation de handicap et qui ont donc besoin de ressources accessibles. Et bien évidemment, les formats de cours en ligne vont amplifier ces tendances-là. Voilà, donc en théorie, je vais vous présenter quelques principes, hein, pas l'intégralité des principes, mais quelques-uns sélectionnés, du design centré sur l'apprenant. Là, ici, le design de manière générale, hein, pas uniquement le design d'interface sur lequel on va se pencher un petit peu plus tard, mais là, les principes du design appliqués à la pédagogie. Donc l'idée, c'est dès la conception des curricula et des syllabes, on va partir des besoins de l'apprenant, puis en déduire les objectifs pédagogiques, puis les modalités d'évaluation, en suivant la théorie du backwards course design.
C'est-à-dire on commence un petit peu à l'envers. On ne va pas raisonner en termes de programme. Avant, on se demandait toujours, même un peu aujourd'hui, c'est normal, quel est le programme, les étudiants demandent c'est quoi le programme, etc. Qu'est-ce qu'on va leur enseigner. Là, on va partir, les apprenants, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Et c'est de là qu'on définit les objectifs pédagogiques et les modalités d'évaluation. On suit vraiment cet ordre-là à chaque fois. Et après, ça nous fait un programme. De toute façon, on arrive toujours au même point. Dans la mesure du possible, alors voilà, on connaît les contraintes dans l'enseignement supérieur, mais si c'est possible, intégrer les apprenants à la conception des syllabes. J'ai mis des ressources là-dessus à la fin qui sont téléchargeables sur l'idée du syllabus centré sur l'apprenant. Donc voilà, là, l'idée c'est de, pourquoi pas chaque année, consulter les délégués par exemple et les inclure en fait à la conception du syllabus, c'est-à-dire quels sont vos besoins actuellement en tant qu'étudiant et bientôt en tant qu'étudiant en stage, en alternance et puis plus tard dans la vie professionnelle. Ça peut nous donner des idées auxquelles on n'avait pas pensé justement pour revoir un petit peu les curricula et les syllabes. Et le fait d'inclure justement les apprenants à la conception des syllabes, ça met dès le départ en place une culture du feedback, c'est-à-dire on encourage l'apprenant à donner son feedback, on le prend en compte, on lui donne du feedback, il le prend en compte, donc dès le départ c'est vrai qu'on met en place un petit peu ce cercle vertueux où l'apprenant sent que voilà, il est pris en considération dans le programme. Intégrer également les principes de diversité et d'inclusion à toute conception pédagogique. On en a parlé tout à l'heure brièvement. On a de plus en plus d'apprenants, pas qui sont en situation de handicap, mais qui vont signaler une situation de handicap. C'est-à-dire avant, c'était peut-être quelque chose qu'on avait tendance à cacher, qu'on ne voulait pas mettre en avant. Aujourd'hui, les étudiants sont encouragés à signaler une situation de handicap, de santé mentale, etc. Et donc, ils s'attendent également à ce que tout cela soit pris en compte aussi dans la conception du cours. Là, pareil, j'ai mis des ressources à la fin parce que c'est vraiment très très dense et on n'aura jamais le temps de faire le tour dans cette présentation, mais en se basant sur l'Universal Design Learning, c'est-à-dire l'UDL. Donc en gros, si on suit l'UDL, en fait, en tant qu'éducateur, en tant qu'ingénieur pédagogique, professeur, on va veiller à ce que le cours propose aux apprenants différentes manières de s'engager, différentes manières d'acquérir des connaissances et des compétences et différentes manières d'agir et de s'exprimer. Par exemple, on a encore beaucoup de professeurs qui vont noter la participation en classe, mais on va avoir des étudiants qui sont très timides. C'est pas pour ça qu'ils participent pas. Il y a peut-être un étudiant qui participe beaucoup, mais bon, pour raconter un peu, pour se rendre intéressant. Et on a un étudiant qui est très engagé dans le cours, mais qui ne va pas le montrer, en fait. Et c'est-à-dire comment on va inclure cet étudiant-là, comment on va mettre en place plusieurs manières de donner du feedback, de s'exprimer, qui va être noté et qui va être prise en compte ensuite dans une note de participation, dans une note d'engagement. Pareil, on peut avoir des étudiants qui viennent d'autres cultures où ça ne se fait pas, entre guillemets, de prendre la parole en classe. Moi, j'ai enseigné en Corée pendant plusieurs années. Souvent, on pose une question, on fait face à un gros blanc. Bon, et puis finalement, à la fin du cours, les étudiants viennent nous voir à la queue leu-leu. Bon, c'est un peu dommage. Donc, mais tout ça, voilà, c'est des choses à prendre en compte. Et ces étudiants-là, il faut les encourager à s'exprimer, mais il faut aussi pouvoir valoriser d'autres manières de s'exprimer et de participer au cours. Autre élément important, toujours en suivant les principes de l'Universal Design Learning, on va cultiver un sens de communauté et d'appartenance. Donc, on va réfléchir à des activités qui vont favoriser l'apprentissage actif, l'apprentissage collaboratif et social. Bon, ça, je vous apprends rien, hein, la démarche actionnelle, ça fait longtemps que ça existe, mais en tout cas, c'est quand même un élément essentiel de l'UDL. Autre point très important, on a parlé de l'accessibilité tout à l'heure, veiller à la clarté du cours dans son ensemble, que ce soit sur la forme, on le verra tout à l'heure avec les interfaces, mais toujours très important de s'assurer, est-ce que c'est lisible, est-ce que c'est bien un fond, comme ici, un fond clair, une police foncée, des lettres suffisamment espacées, et là encore c'est pas idéal, je vois qu'il y a des petites courbes, etc. Voilà, donc ça c'est important sur la forme, mais aussi sur le fond, c'est-à-dire est-ce que
Par exemple, on va avoir des étudiants qui sont sur le spectre de l'autisme et qui ne vont pas comprendre une consigne qui n'est pas très claire, qui ne vont pas comprendre par exemple les sous-entendus, qui ont besoin que ce soit vraiment très précis, très détaillé. Donc on va prendre garde de faire ça à chaque fois, que ce soit clair à la fois au niveau du cours, mais que ça apparaisse clairement dans ce qui nous concerne, en tout cas dans les cours en ligne, au niveau de l'interface. Et au final, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mettre en place un apprentissage qui est fondé sur le feedback et l'autonomie. Donc en fait, offrir du feedback régulier aux étudiants et offrir des opportunités régulières à l'étudiant de produire du feedback, de s'auto-évaluer et de s'auto-améliorer. Donc là, on va vous montrer en pratique ce qu'on a mis en place à notre niveau à l'ESSEC dans le cadre de nos cours, donc soit des cours 100% en ligne, soit des cours hybrides avec une forte composante en ligne. Et donc à chaque fois, donc en pratique, on va commencer avec les leviers qui sont propres à l'ingénierie pédagogique et après les leviers un petit peu plus UX, UI design, sachant que les deux vont se recouper un petit peu. Et on vous montrera 4 exemples à chaque fois. Donc là, en gros, ce qu'on peut faire déjà en tant qu'ingénieur pédagogique, pour répondre à tous les besoins évoqués précédemment, c'est de mettre en place du micro-learning, c'est-à-dire être toujours dans une logique de less is more. On se dit maintenant, les étudiants, voilà, l'attention a baissé, ils vont trier les contenus, on leur met un PPT de 80 pages, bon, ils ne vont pas le lire clairement, donc qu'est-ce qu'on fait en fait pour qu'ils retiennent au moins quelque chose de notre cours? Donc ça, le micro-learning, ça va nous permettre de pallier la baisse de l'attention, de favoriser l'engagement et de vraiment se recentrer sur les connaissances essentielles pour l'apprenant. En tant qu'éducateur, ça nous amène à faire le tri aussi. On a toujours envie d'en donner plus. Ah oui, mais ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Et là, bon, ok, ils vont peut-être pas le lire. Donc, qu'est-ce que je veux vraiment qu'ils retiennent? Autre levier à mettre en place, l'adaptive learning et la modularité. Très simple à mettre aussi grâce aux activités Moodle, notamment les quiz adaptatifs, les restrictions d'accès, les choix de groupe. Ça permet de s'adapter aux besoins spécifiques des apprenants, que ce soit en termes de séquençage, de rythme, de centre d'intérêt, de niveau. Et enfin, là vraiment propre à l'ingénierie pédagogique pure, mettre en place un maximum d'activités réflexives pour permettre aux apprenants de cultiver des soft skills qui vont être nécessaires à la fois à leur développement personnel et professionnel en tant qu'étudiant et plus tard, et réduire aussi les risques de triche, mauvaise utilisation de l'IA, etc. On vous montrera tout à l'heure. Et même objectif exact pour la mise en place des activités collaboratives. Parfait, merci Marion. Donc là, on commence avec l'exercice micro-learning. Donc là, dans le cadre d'une formation certificat handicap et talent, nous avons utilisé Genially pour créer des capsules e-learning. Nous avons fait en sorte de diversifier les formats et de réduire leur durée, bien évidemment. Là, on a mis par exemple une vidéo courte en motion design fait avec l'outil Vaillant, un texte court. La capsule elle-même, en général, est courte, elle fait 10 minutes. Nous avons varié les formats, donc on a mis un texte, une image, une vidéo, une question, de manière à favoriser l'attention et l'engagement de l'apprenant. Et en termes d'intégration de ces capsules-là, on a privilégié donc l'option Embed pour une navigation plus fluide pour l'apprenant. Et le tracking a été réalisé à l'extérieur des capsules à travers des activités Moodle vraiment classiques, quiz, etc. Et l'idée est de séparer ressources et activités. Donc cette capsule-là est une ressource dans le cours. Donc si on utilise Moodle d'une manière vraiment classique, on aurait ajouté l'image avec un fichier, ensuite on ajoute le texte avec une étiquette ou une page, ensuite on met un lien ou un embed pour la vidéo et ainsi de suite, ce qui nécessite donc du scroll de la part de l'étudiant. Donc avec ce design-là, nous avons tout regroupé pour l'étudiant, mais sans pour autant surcharger la capsule. Donc on va droit au but. Ensuite, là, nous avons un exemple d'adaptive learning, donc modularité. Dans le cadre d'un cours sur une formation exécutive MBA, nous avons conçu ce design-là de manière progressive
afin de faciliter la navigation pour l'apprenant. Donc nous avons choisi ces couleurs-là pour que ce soit clair et épuré, donc toujours dans le cadre de l'accessibilité. Le bleu, par exemple, qu'on a pris, à part le fait que ce soit le bleu de l'ESSEC de manière générale, nous l'avons mis sur tous les boutons pour que l'apprenant sache que à chaque fois qu'il y a un bouton bleu comme ça dans son cours, il y a une action à faire derrière, donc il y a une tâche à faire. Nous avons numéroté les tâches afin de les guider à travers les différentes activités à faire. Là, en l'occurrence, pour avoir consulté la capsule d'avant, l'apprenant a accès à une activité individuelle sous format de devoir. Et quand ce devoir-là serait rendu, ça va lui débloquer l'accès pour accéder à un travail de groupe à faire. Donc nous avons utilisé le code Bootstrap pour créer ce design-là, pour pouvoir avoir ce design vraiment spécifique qui va permettre de guider l'apprenant pas à travers les activités à faire. Ensuite, là, nous avons un exemple d'une activité réflexive. Donc, principalement, c'est une auto-évaluation que nous avons mis en place dans le cadre d'un SPOC, Sustainability and Organizations, je vais y arriver. Donc développement durable et organisation. L'idée ici est que la consigne pour cette auto-évaluation soit très claire et très détaillée. On est toujours sur un fond blanc, écriture noire, toujours clair, épuré pour l'accessibilité. Il y a beaucoup de sensibilisation dans ces consignes-là, car souvent les étudiants ne comprennent pas pourquoi on leur fait faire certaines activités. Le but est de bien leur expliquer pourquoi ils font cette activité, comment elle a été conçue, quel est l'objectif de cette activité, comment la faire, mais surtout comment la faire correctement. Là, en l'occurrence, on explique dans la consigne que cette auto-évaluation a été créée pour leur permettre d'approfondir leur compréhension du développement durable, et on leur demande de prendre le temps de bien réfléchir avant de répondre, et que si cette activité est faite correctement, elle leur permettra d'acquérir des soft skills essentiels à leur parcours. Et nous avons également un disclaimer. Non, tu peux remettre. J'ai pas fini. Je sais, la fatigue. Nous avons également ajouté un disclaimer concernant l'usage de l'IA, où on leur dit clairement que ça sert vraiment à rien d'utiliser ChatGPT, dans le sens où on leur demande leur avis sur leur propre expérience personnelle. Bien évidemment, il y aura toujours des étudiants qui vont utiliser l'IA, mais n'empêche qu'avec cette consigne, nous avons vu que ça a réduit considérablement l'usage de ChatGPT, vu que c'était des questions vraiment personnelles. Oui, là c'est bon. Et puis, on termine avec un exemple d'activité collaborative. Donc là, pratiquement, nous avons ajouté un forum noté avec les étudiants qui lancent des sujets en rapport avec les ressources qu'ils ont consultées dans les capsules. Et ils vont se répondre entre eux et ils apprennent à recevoir et donner du feedback. Bon, donc on va passer, comme je vous disais, au levier propre au design UX/UI qu'on peut activer. Donc tout d'abord, une navigation simplifiée. Donc l'idée, c'est d'offrir à l'apprenant une expérience sans couture dès sa première rencontre avec le contenu de cours, éviter l'impression que le cours est surchargé, éviter l'impression qu'il va falloir scroller indéfiniment parmi les contenus. Toujours dans la même logique, produire des visuels épurés. Donc ça nous permet toujours cette idée de réduire cette impression de surcharge et de répondre aux normes d'accessibilité, les espaces entre les paragraphes, les phrases, les lettres, écriture sombre sur fond blanc, contraste suffisant. Maintenir aussi un équilibre entre l'uniformisation et la personnalisation dans les cours en ligne. Donc là, notre idée, c'était de donner une identité propre aux cours hybrides et 100% en ligne de l'ESSEC, pour faciliter la prise en main de chaque nouveau cours, mais quand même d'offrir des options de personnalisation pour mettre en valeur les thématiques propres à chaque cours. Et enfin, on a créé une mascotte guide pour favoriser la clarté et l'engagement. Un exemple de navigation simplifiée, donc là c'est le template du programme EPTA, donc un programme 80% en ligne à destination des sportifs de haut niveau. Et donc en fait là c'est la présentation typiquement qu'on a adoptée après sur tous les cours en ligne de l'ESSEC. Message de bienvenue personnalisé, bandeau d'accueil avec le titre du cours, le nom du professeur, le forum d'annonce
et un format tuile qui est mobile friendly avec systématiquement une première tuile onboarding avec toutes les informations nécessaires du cours, une tuile par module avec une deadline et une tuile finale avec les activités et les ressources complémentaires. Et bien sûr, on va activer toutes les options de suivi, que ce soit au niveau de chaque activité, de chaque tuile, du cours, et le bloc Upcoming Events et Completion Progress pour permettre à l'apprenant de se repérer, de naviguer au mieux possible dans le cours de manière autonome. Exemple de visuel épuré, donc là des captures d'écran du 2 premiers modules du SPOC Sustainability Organizations dont on a parlé tout à l'heure. Donc voilà vraiment le choix de blanc dominant, la structure très visible grâce à Bootstrap, mettre des espaces vraiment entre chaque partie, puis un code couleur et illustration vraiment restreint et raccord avec la thématique du cours, et des explications à la fois claires et concises à chaque étape. Conclusion. Merci beaucoup.